13h03, je suis encore ébranlé de l'extrait de François Legault en 2017. Il a été élu avec ça en passant. Hein? Il a été élu avec ce discours-là. Oui, il a été réélu aussi. Il a été réélu pour d'autres raisons après la gestion de la COVID par une tranche de la population qui a bien aimé ça. Mais au-delà de ça, je pense que, tu sais, notre chroniqueur Vincent Geloso est là, mais je pense que ça peut être même bon de le faire réécouter. Là. Voici François Legault, c'est le même gars, je vous le jure. C'est pas de l'intelligence artificielle. François Legault, avant d'être élu pour une première fois, un premier mandat, en 2017, disait ceci aux Québécois. Devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. C'est incroyable. C'est notre PM, c'est le même gars, là. Ouais, il a quitté. Il a été élu avec ça. Il a été élu aussi en disant qu'il allait couper des postes de fonctionnaires et un paquet d'affaires qui sont jamais arrivées. Mais non seulement il n'a pas allé de l'avant avec son projet d'exploiter les ressources naturelles, mais il a même été jusqu'à bloquer les projets pour transporter le gaz naturel et le pétrole de l'Alberta. Ah ouais. C'est capoté. Vincent Geloso, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Toujours en grande forme. C'est le même gars hein, qui parle, là. C'est capoté quand même. Excuse-moi, je te lance ça pour point. C'est juste parce qu'on a joué ça avant la pause. Je suis habitué à ce que tu me proposes un sujet, puis après ça, tu décides. Non, on va le faire ton sujet, mais c'est-tu quoi? Je trouve même que ça rentre dans la discussion. Oui, ça rentre. Tu sais, je trouve que là, présentement, dans notre position, cette grande unité canadienne, l'espèce de bout où là, on est fâché parce que l'Alberta veut pas mettre son pétrole sur la table des négociations pendant qu'on les a empêchés d'expandre leur marché puis d'envoyer leur pétrole puis leur gaz un peu partout dans le monde pendant des années et des années. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me dérange beaucoup. T'en penses quoi? Écoute, je te dirais que je partage un petit peu ta réaction, mais je rajouterais que il y a une prémisse que je refuse, c'est-à-dire que c'est à des gouvernements de décider si on doit développer des ressources. Il y a quand même une certaine arrogance de dire que la direction du développement doit être choisie par les gouvernements. Donc, c'est la maladie du Fitzgibbon. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on dit cet aspect-là, faut quand même souligner que dans le développement des ressources énergétiques qu'il y a au Canada, se priver de ça pour embarquer dans une guerre commerciale où est-ce qu'on est la plus petite des puissances, c'est littéralement le plus stupide des concours que je pouvais imaginer. C'est-à-dire un concours où les Américains décident de se faire mal, eux, en mettant des tarifs sur leurs propres exportations, sur leurs propres importations, ce qui, à long terme, devient une taxe sur les importations, parce que quand tu taxes des importations, tu taxes des intrants pour certaines industries, tu augmentes leurs coûts, et en augmentant leurs coûts, tu les rends moins compétitifs sur les marchés internationaux. Donc, parce que les Américains veulent se faire mal, nous, on devrait participer à cette espèce de concours de sadomasochisme économique. Cette prémisse-là, je la partage absolument pas. À un moment donné, il faut comprendre que la seule réponse qu'il y a face au protectionnisme, c'est de se commettre encore plus agressivement au libre-échange, pas d'essayer d'embarquer dans une vague davantage de protectionnisme. Colin, donc on est à l'inverse de ça. Là, Trudeau a dit qu'elle allait répondre taxe pour taxe, tarif pour tarif, qu'ils ont 150 milliards là, de produits qu'ils veulent tarifer pour se battre contre les Américains qui vont gagner, là. Écoute, j'ai deux mots pour toi. Puis aucun Québécois qui sait c'est quoi, puis il n'y a même probablement aucun commentateur médiatique qui connaît ces deux mots-là. Smoot-Hawley. C'est quoi Smoot-Hawley? C'est un tarif qui est fait en 1929
juste au début de la dépression. Donc, c'est pas ça qui cause la dépression, mais en gros, les Américains mettent la plus grosse augmentation proportionnelle de tarifs qu'il y a jamais eu et ça déclenche une série de guerres commerciales entre les États-Unis et d'autres pays et ensuite entre d'autres pays entre eux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 4 à 5 ans, le commerce international s'est contracté d'à peu près 65 % à cause de ces guerres commerciales-là. Donc, l'espèce de volonté de réciproquer toute politique stupide d'un côté. La dernière fois que ça s'est passé, ça s'est fait pendant la Grande Dépression. Ça a allongé la Grande Dépression. Ça a rendu les Canadiens plus pauvres. Ça a rendu les Américains plus pauvres. Il y a personne qui a été gagnant dans tout ça. Et même à toute fin pratique, ça a confirmé à un certain degré le vieil idiome que si les biens ne traversent pas les frontières, les armées le feront. Ouais. Ça a contribué à une augmentation des tensions géopolitiques. La meilleure réponse, parce qu'on a déjà joué dans ce film-là à cause de cet épisode que je viens de mentionner, c'est qu'il faut se recommettre au libre-échange. Il n'y a pas d'autre solution. Les réponses qui sont sur la table ici, c'est pas juste du sadomasochisme économique, c'est une myopie historique. Alors qu'il y a des gens qui étaient là, qui vivent encore aujourd'hui, très peu, mais des gens qui ont vécu dans l'immédiat de la chose. Il y a encore des gens qui vivent de ça. On ne parle pas de 1625 ou la colonisation de la France. C'est quelque chose qui est moins d'un siècle derrière nous et qui a été dramatique. Et aucun politicien veut en parler parce que la leçon, c'est de dire... il faut se recommettre au libre-échange. Non, mais c'est... Oui, mais tu sais, puis même s'il n'y avait plus personne, même si ça s'était passé en 1700, je veux dire, il y a des livres, je veux dire, tout ça est noté, on n'est pas obligé là, toujours avoir un survivant pour se souvenir d'une crise, là, tu sais, je veux dire, le jour où il n'y aura plus de survivants de la Première Guerre mondiale, on va s'en souvenir quand même, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est volontaire? Y a-tu quelqu'un vraiment qui pense qu'il va battre la machine, même si la machine n'a jamais été battue? Y a-tu... Bien, écoute, je te dirais que je vais proposer des manières constructives de regarder vers ce qu'on peut faire, nous, pour minimiser les problèmes que le tarif a. Bon. Parce que plus on minimise... Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, Vincent, tu comprends pas la géopolitique. » Dites ce que vous voulez. Si on minimise l'importance des tarifs sur notre économie, ben ça fait en sorte que peu importe ce que Donald Trump dit qu'il va faire avec des tarifs, ça va pas nous affecter. Donc, comment tu minimises les coûts économiques du tarif? Bien, il y en a une mesure qu'on peut faire. D'abolir les barrières au commerce interprovincial. Si tu prends, en fait, les barrières au commerce interprovincial, elles sont plus lourdes que les tarifs d'à peu près un facteur de 3 à 4, dépendant des études, mais elles sont 3 à 4 fois plus coûteuses que le coût des tarifs qui existent présentement. Des tarifs et autres barrières non tarifaires avec les États-Unis, 3 à 4 fois plus coûteuses que ce qu'on a. En fait, si demain matin, tu devais libéraliser le commerce interprovincial, puis l'économiste Trevor Tomby en parle, qui est à l'université de Calgary, montre que tu pourrais peut-être augmenter la taille de l'économie l'économie canadienne par peut-être 15 à 20 % si je me souviens bien. Là, je cite de mémoire, donc le chiffre pourrait... En fait, regarde, je viens de le trouver parce que j'ai cherché en même temps. 16 %. Donc, si tu éliminais les barrières au commerce interprovincial, tu pourrais faire baisser les prix de 7,8 à 14,5 %. Tu pourrais augmenter la production de plus que 7 % du PIB dans le long terme. Ce qui est énorme, là, je sais que quelqu'un du 7 %, c'est gros, ben oui, pour l'augmentation de PIB, c'est beaucoup. Salaire de 7 %. Ben oui, absolument. Puis c'est 7 % de plus maintenant. Puis après ça, chaque augmentation que tu as dans l'avenir cumule sur le 7 % que tu as. Fait que, oui, on va le prendre. Il faut le prendre, cette chose-là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, si on veut vraiment minimiser, c'est qu'on peut rendre le capital beaucoup plus intéressant au Canada, pour rendre le Canada plus intéressant au capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faut qu'on détaxe le gain de capital, il faut qu'on détaxe le plus possible. Tu me parles de ce qu'on vient de taxer, là? Oui, exactement. Mais parce que ce qui se passe, c'est que si les flots de capital viennent vers le Canada, les gens vont se foutre un peu l'effet du tarif va être minimisé, c'est ça qu'il faut dire. Il faut en faire plus ailleurs, plutôt que d'essayer de se battre contre ça, c'est ça l'histoire. Mais non seulement ça, mais
le capital est beaucoup plus mobile que les biens et services. Donc, si tu rends le capital plus attrayant au Canada, donc le capital va vouloir venir au Canada, bien, de où est-ce qu'il va venir? En partie des États-Unis. Et on l'a vu, les moments où est-ce que le Canada a été immensément compétitif en termes d'attraction du capital, c'est tous des épisodes où sa fiscalité rivalisait sur le traitement des sociétés, donc des entreprises, rivalisait avec les États-Unis. Si on voulait vraiment forcer Donald Trump à une table de négociation, le Canada pourrait dire, vous savez quoi, ce que l'Irlande a fait, par exemple, nous allons le faire aussi, nous allons avoir un taux d'imposition sur les sociétés qui est 1/3 de celui que les États-Unis ont. Wow. Canada is open for business. Mais Tu dis ça, les investissements américains vont quitter les États-Unis, vont venir vers le Canada. Nous, on va être plus riches parce que les investissements nous rendent plus productifs. Et je te garantis que non seulement l'effet du tarif va être minimisé, mais probablement que la relation de force va avoir changé. Les seules solutions qu'on a sur la table, c'est des solutions où est-ce qu'on se recommet à des politiques pro-croissance, qui sont pro-développement, pas des politiques de rétaliation qui répètent l'épisode de 1929 que je mentionne au début. Ou de vengeance, là, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est plus de la vengeance qu'on essaie de faire que d'innover. Est-ce qu'il y a un... Tu dis vengeance, moi je dis mesure de quéquette. Chacun ses termes. Top Parfait. quéquette. Vincent, est-ce qu'il y a un Vincent? Tu sais, ils ont créé un nouveau comité. Je sais que Jean Charest est là-dedans pour les espèces de communication business entre le Canada et les États-Unis. OK? Est-ce qu'il y a un de tes confrères qui fait partie de ce comité-là pour apporter les points que tu nous amènes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a juste Vincent Geloso qui parle de ça? Ou on le sait pas, mais il y a tes confrères qui font aussi partie, où on les interroge pour avoir des pistes de solutions différentes de ce qu'on veut faire présentement? Écoute, j'ai des confrères qui font partie des instances gouvernementales qui disent des choses très similaires à moi. Ils sont juste beaucoup plus délicats que moi je le suis. Et c'est largement en raison de la position dans laquelle ils se retrouvent. Mm-hmm. Je les laisse faire cette chose-là, mais généralement, je te dirais que parmi les économistes, tu pourrais, pour te dire à quel point ce que je dis, c'est pas mal standard, tu vas trouver très peu d'économistes qui vont dire que la solution, c'est de rétalier avec plus de tarifs. Tu vas pas trouver personne. En fait, je pense à une liste de noms dans ma tête maintenant parce que tu me le demandes, de gens qui ne sont même pas d'accord avec moi idéologiquement, parce que j'ai jamais caché que je suis dans la catégorie libérale des économistes, mais des économistes qui sont des amis à moi, qui sont des sociodémocrates, qui sont des centristes. Je peux penser à des noms de gens qui disent exactement la même chose que moi sur rétalier avec des tarifs, rétalier avec des choses qui, ultimement, font mal aux travailleurs et aux consommateurs canadiens. C'est le plus grand sommet de la stupidité en termes de politique publique. C'est juste qu'ils vont dire beaucoup plus délicatement que moi. Mais les gens comme toi, ils sont où au gouvernement? C'est ça moi, que je comprends pas. Je comprends. Moi, il me semble, si je veux m'entourer, puis je vais essayer d'avoir des décisions balancées, je vais essayer de m'entourer de gens qui sont pas tous du même bord, qui disent pas tout le temps toute la même affaire comme des perroquets. Je vais aller me chercher un économiste un peu plus socialiste, puis un Vincent Geloso, puis on va, tu sais, on a déjà eu cette conversation-là. Ben oui, mais ça se peut. C'est parce que j'en reviens pas. Tu sais, c'est toujours la même affaire. C'est toujours taxe, tarif. On s'en sortira pas. Non, mais parce que des fois, mais même, écoute, je vais répéter une chose que je sais que j'ai déjà dit dans ton émission, à toi, Patricia, puis M. Lacasse. J'ai déjà dit la phrase d'un célèbre commissaire de l'Union européenne qui disait « Nous savons tous ce que nous devons faire, nous n'avons juste aucune idée comment se faire réélire une fois que nous l'avons fait. » Peut-être l'expliquer comme tu le fais, là, l'expliquer au monde normal. Les gens comprennent, là, on n'est pas tous des imbéciles. Là, non, mais à un moment donné, des fois, quand tu fais des réformes, c'est difficile. C'est jamais facile en soi d'enlever son doigt dans un engrenage. À cause de l'image? C'est pas difficile. L'image, mais aussi il y a des groupes d'intérêt qui sont contre. Demain matin, si par exemple, tu démantèles la gestion de l'offre au Canada, je te garantis que tu vas perdre au moins 5 comtés au Québec. Oui, c'est pas plus. Donc, tu touches pas, exactement. Donc, tu ne te fais pas mal politiquement. La raison que tu te poses cette question-là, je la répète, c'est les incitations politiques mènent inévitablement
à ce genre de résultats où on a systématiquement l'incapacité d'arriver vers des choses que la plupart des gens seraient d'accord seraient une amélioration relativement à la situation existante. Mais on a plutôt des premiers ministres qui se font élire en disant on va faire du pétrole, puis on va couper des fonctionnaires, puis ils arrivent, ils font le contraire. Fait que tu sais, mais ça, c'est la beauté de la politique versus l'économie. on est dans la promesse, on est dans le monde meilleur, le monde imaginaire, c'est de toutes les beautés. Puis juste revenir sur ce que tu dis versus la discussion qu'on avait aussi plutôt sur le pétrole, là. Est-ce que si on avait désenclavé le pétrole de l'Alberta, on serait en meilleure position, justement? Parce que tu me dis ouvrir les marchés interprovinciaux. D'ailleurs, j'ai une autre question là-dessus aussi, là, mais les autres marchés tout court aussi. Je veux dire, je comprends que nos Américains d'amis sont juste à côté. Il y a juste une frontière, puis on y va, puis on a bien du fun à descendre, puis à traverser la frontière, puis on est rendu dans un autre pays. Mais est-ce que c'est normal? Il me semble de mémoire que c'est quoi, une affaire comme 80 de nos échanges se font avec les États-Unis. Est-ce qu'on n'aurait pas dû aussi ouvrir ça? Puis j'ai inclus le pétrole, là. Je veux dire, je comprends que là, je vais contre le dogme environnemental, là, mais c'est... Attends, on va séparer deux choses. Là, l'argument le plus stupide que moi j'entends fréquemment, c'est qu'on aurait dû se diversifier. J'aime toujours ça quand il y a des gens qui disent « on », comme si le Canada, c'était un truc qui pensait comme c'est vrai. Rapport. J'ai jamais t'acceptes pas cette prémisse-là. Une économie, c'est une somme de gens qui font des échanges. Et la réalité, c'est que les Canadiens trouvent que c'est plus facile d'échanger avec les Américains. Parce que c'est une des économies les plus productives dans le monde. Oui. Et on a un accès plus facile à tous les gains de cette incroyable productivité-là. Pourquoi on devrait se diversifier vers des choses qui sont moins efficaces? Effectivement, de deux, c'est un bon point. Mais en même temps, tu te menottes. Là, si l'autre pète une bulle, t'es pris. Tu te menottes, c'est ça la deuxième chose. Mais tu te menottes, on se menotte nous-mêmes en disant, par exemple, je peux te nommer 4 secteurs on the top of my head, où est-ce qu'on interdit des relations avec d'autres pays. Par exemple, dans les services aériens. Aucune compagnie non canadienne ne peut offrir des services entre des villes canadiennes. Ouais. Tu vas avoir moins d'échanges avec d'autres économies si tu ne permets pas les gens d'essayer de trouver d'autres relations. On a la même chose en télécommunications. On a la même chose dans le secteur minier. On a la même chose dans plusieurs secteurs under le Investment Canada Act, qui sont une série de restrictions qu'on impose sur le commerce international, ce qui fait en sorte que les gens, les entrepreneurs, les consommateurs qui veulent essayer d'autres chemins pour soit faire des échanges de compagnie à compagnie ou de consommateur à compagnie, on leur bloque les manières de se diversifier avec cet étatisme écrasant qu'on a au Canada à l'égard de tous les investissements étrangers. Je réitère un chiffre que j'ai dit à plusieurs fois. Si tu prends la somme des protections gouvernementales qui sont offertes à certaines industries, il y a à peu près 35 % d'économie canadienne qui est protégée de la concurrence. Wow. Par des lois gouvernementales à un degré ou un autre. Donc, c'est Trump, 35 % que tu peux pas te connecter avec la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, que tu te connectes avec moins d'autres nations parce que tu mets ces barrières-là. À un moment donné, il faut réaliser que si on veut se plaindre de la situation actuelle, on est largement l'artisan de notre propre vulnérabilité à l'égard des États-Unis. Ben là, Vincent, je t'entends, mais c'est pas ce que Trump est en train de faire. Exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire protéger, que ce soit pas d'autres compagnies extérieures, faire travailler les Américains, les entreprises américaines, débrouillez-vous les autres. Nous autres, on va s'organiser entre nous autres. On n'en veut plus de compétition. On veut plus que les étrangers viennent chez nous. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Si les Américains font ça, c'est leur problème. Oui. OK? C'est ça la réponse que j'essaie d'expliquer. Comme on dit en anglais, this is a you problem. Oui. C'est pas notre problème comme Canadiens. Oui, ça nous affecte dans le court terme, mais dans le long terme, la seule personne qui est affectée, c'est l'Américain moyen. Largement, c'est l'Américain moyen qui va être plus pauvre qu'il ne l'aurait été autrement. La réponse qu'on nous propose présentement, c'est de dire, tu sais quoi? Non seulement notre vulnérabilité de court terme est causée par nos mauvaises politiques publiques, mais on va en ajouter de ces mauvaises politiques publiques-là pour dire à l'autre que, tu sais quoi? Parce que tu te fais mal, je vais me faire mal aussi, dans l'espoir que ça va te frustrer. Ça marche pas comme ça, l'enrichissement d'une collectivité. Ça finira jamais. Ça, c'est clair. Geloso for president, c'est ce qu'on dit. Bon. Hey, merci. Jamais. Non. Je suis trop une bonne personne pour faire de la politique. Merci, Vincent. Merci. Toujours un plaisir. Salut, bye.